Chers amis internautes, bonjour. On a l'occasion aujourd'hui d'interviewer Anne-Clémentine Larocque, qui est diplômée de Sciences Po, qui est chargée de cours à Sciences Po et qui a occupé, elle va nous en parler tout à l'heure, les fonctions d'analyste historienne pour le ministère de la Justice autour de son dernier livre, Le trou identitaire sur la mémoire refoulée des mercenaires de l'islam. Merci Anne-Clémentine d'avoir accepté d'être interviewée sur le compte du campus Lumière d'Islam. Vous avez écrit un livre tout à fait audacieux, Le trou identitaire, qui est une réflexion politique de l'état de la France autour de la question islamique, et vous l'avez abordé autour du temps long de la civilisation islamique et en interaction avec la composante islamique de la nation et ce que nous avons vécu avec le traumatisme des attentats. Et la première question que je voulais vous poser, Anne-Clémentine, avant que vous puissiez vous décrire, de dire un peu qui vous êtes, c'est pourquoi avoir écrit ce livre et comment avez-vous été amené à réfléchir sur cette problématique que je trouve tout à fait novatrice du trou identitaire et d'une mémoire refoulée. Écoutez, j'ai eu l'occasion de pouvoir et la chance de pouvoir assister à des audiences nombreuses dans le cadre de mes fonctions au parquet général d'abord, l'audience d'Abdelkader Mera par exemple, mais aussi de Reda Cricket, évidemment du procès V13, de Jawad Ben Daoud, le logeur de Saint-Denis, enfin bon voilà, de plusieurs protagonistes, de femmes aussi qui étaient en train de trouver des financements pour leur famille en France, famille qui étaient en Syrie, ou de femmes qui sont en train de revenir justement sur le territoire français. Donc j'ai eu un poste d'observation tout à fait particulier qui m'a permis d'écouter, d'écouter, j'espère en tout cas suffisamment, la parole de ces mises en examen, donc à l'audience dans le box, mais aussi en interrogatoire par la suite, puisque j'ai occupé d'autres fonctions. Et donc j'ai été saisie progressivement par ce qui était dit, et par ce qui était dit à l'insu même des mises en examen et qui correspondaient finalement à des réflexions et à des ressentis, surtout des émotions communes à certains membres de la communauté islamique en France. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est joué dans les passages à l'acte? Qu'est-ce qui s'est joué dans cette bascule vers le terrorisme islamiste pour ces personnes-là? Qu'est-ce qui représente aussi en termes justement symboliques par rapport à ces fractures que la situation arabo-musulmane peut vivre et vit encore sur notre territoire? Sur un plan conceptuel, c'est un livre de théorie politique. C'est assez compliqué de répondre à cette question, c'est-à-dire que j'ai dépassé ma spécialité, qui est l'histoire au départ, et la géopolitique. Et j'ai bien compris une chose, c'est qu'en regardant le phénomène terroriste islamiste, si vous restez dans votre discipline, je pense que vous ne saisissez pas l'ensemble du problème et des processus. J'ai été amenée, j'ai eu encore une fois de la chance par rapport à mon poste dans la justice, à travailler avec des psychanalystes, des psychologues, des sociologues, des politologues, des policiers, des magistrats. Et en fait, l'ensemble de ces regards m'a permis de comprendre quelque chose, ce fameux trou dont on va parler, et qui finalement est effectivement quelque chose qui concerne la société, qui concerne le politique et qui concerne aussi les individus. Donc, je ne peux pas dire que ce soit de la théorie politique, en tout cas l'idée c'est de montrer un phénomène dans son entièreté avec des échelles qui sont différentes et des disciplines qui s'entremêlent en fait. Alors c'est, me semble-t-il, l'aspect le plus audacieux aussi du livre, c'est cette dimension multifactorielle que vous mettez en avant dans la compréhension du phénomène djihadiste, mais ce que j'avais vu dans la dimension théorico-politique, c'est votre analyse sur comment décrire la politique de la haine. Parce que le langage djihadiste est un langage de haine. Et c'est pour ça que j'avais vu une dimension théorique au sens intellectuel et noble du terme, de décrire en fait ce langage de haine et comment aussi le contrecarrer. Parce que parce que les langages de l'émotion avaient pris énormément le dessus par rapport à la tragédie que nous avons vécue. Et vous mettez en exergue, me semble-t-il, et vous l'avez souligné, toute la dimension multifactorielle. Mais c'est un point que j'avais vu central, justement, sur la politique de haine, l'idéologie totalitariste qu'il y a dans l'idéologie de Daesh. Et vous l'avez souligné, vous avez fait aussi un parallèle avec le Lebensraum, justement, dans la tradition du Troisième Reich. Il y avait des éléments, voilà, des analogies, sans vouloir faire une comparaison
strict, mais qui avait des analogies à faire avec ce que nous avons vécu dans les années 30, avec l'idéologie de l'hitlérisme. Absolument, et ce qui est intéressant aussi, c'est de retourner dans l'histoire du Moyen-Orient et dans l'histoire des idéologies islamistes sur ces années 30, qu'on connaît beaucoup moins en France et en Europe. Qu'est-ce qui se passe dans les années 30, après la chute du califat en 1924? On a justement ces propositions idéologiques nouvelles qui viennent combler ce trou que la chute du califat va causer. Donc il y a quelque chose déjà de commun en termes de datation et en termes d'histoire, je dirais. Ensuite, vous avez raison de soulever cet aspect-là. Le but de mon livre n'était pas de faire de la théorie politique, peut-être que ça a donné ce résultat. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. En revanche, quand je regarde très pragmatiquement et concrètement comment est-ce que les librairies distribuent mon livre, je suis parfois en sociologie, parfois en histoire, parfois en islam, parfois en islamologie. Donc j'ai l'impression que les gens ne savent pas trop comment le placer si on ne l'a pas lu. Alors on va arriver au dur de la problématique du livre, ce trou identitaire. Vous avez abordé évidemment l'histoire du Moyen-Orient et on ne comprend pas cette question du trou identitaire si on ne met pas l'accent sur le temps long. Mais pour revenir à une dimension locale, la France, il y a une sorte de triptyque dans votre analyse. Il y a un trou identitaire qui se trouve corrélé à une vision mythifiée et à une pureté religieuse que propose l'œuvre salafi traditionnaliste, et la question de l'engagement, qui fait basculer, on va dire, le public qui adhère à l'affiliation idéologique de Daesh dans une temporalité politique, telle que nous l'avons connue. Et comment avez-vous analysé cette béance, voilà, et ce trou Comment j'ai analysé ce trou? Déjà, peut-être qu'il faut revenir sur ce mot qui qui a posé problème parfois. Notamment, mon éditeur, on a beaucoup discuté. Le trou, c'est quand même pas très gracieux. C'est disgracieux, c'est volontairement disgracieux d'ailleurs, parce qu'on décrit un phénomène qui est quand même pas, si vous voulez, esthétique, évidemment, qui peut être esthétique dans la tête de certains romantiques islamistes, parce que précisément, ils vont sauver quelque chose, ils vont récupérer l'objet perdu au moment de la colonisation, on en reparlera. Et ce trou identitaire, c'est l'idée qu'on tombe finalement, j'ai dit tout à l'heure, à son insu, dans un mouvement, dans un engagement absolu, juste, purificateur et rédempteur, qui va venir vous porter et vous donner une identité surtout, un gain identitaire, c'est pour ça d'où le mercenariat, et véritablement un but, c'est une quête de sens, bien évidemment assez classique à l'adolescence, qui touche donc des Français d'origine comme des Français convertis, et qui va véritablement galvaniser l'individu parce qu'il pense qu'il a trouvé sa vérité et sa justice aussi dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque, et l'enclenchement de cette bascule se fait pour plusieurs raisons différentes, avec plusieurs facteurs en fait qui mènent à la radicalisation violente en fait, et qui vont, moi je l'ai vu dans les dossiers notamment et dans les affaires, c'est-à-dire que vous n'avez pas qu'un facteur en général non plus, vous n'avez pas qu'une personne qui va vous influencer à la mosquée. Vous avez le pêle-mêle, Internet, fréquentation, dans la cellule familiale, oubli peut-être de la religion et de l'identité arabo-musulmane, ça on en reparlera sûrement. Et donc cette volonté de récupérer quelque chose qui a été perdu va prendre du sens dans le discours et dans l'offre salafo-djihadiste qui va finalement attirer l'individu parce que ça va lui donner un moyen de remettre du sens dans sa quête. Cette question du sens, elle est primordiale parce que ce que vous appelez les mercenaires de l'islam, ça va des entrepreneurs politico-identitaires aux disciples de Saïd Qutb. Je veux dire, il y a une panoplie, on va dire, dans la typologie que vous faites. Aussi. Oui, donc il y a une panoplie évidemment de ce que vous appelez les mercenaires, mais eux, ils jouent sur les failles justement de ce trou identitaire, comme une absence mémorielle, une quête de récit, d'engagement. À un moment, je ne sais pas ce que vous pensez de la comparaison qu'on a pu faire, sans doute un peu maladroite, mais qu'il y avait un lien entre les brigades internationalistes et tous les gens qui se sont engagés pour Daesh. Évidemment, pour des objectifs politiques diamétralement opposés, mais qui
qu'il y avait une réflexion sur la question de l'engagement, de l'absolu en fait, et de cette quête de sens qu'on trouve. L'absolu étant quand même le moteur de l'adolescence, par exemple, ou de la jeunesse, c'est ce qu'on dit souvent, puisqu'il y a quelque chose de fascinant et qui donne du sens, évidemment, à la vie qu'on peut mener ou sur le fait qu'on soit là pour quelque chose. Oui, le lien avec tous ceux qui sont dans le isme, c'est-à-dire les personnes qui sont dans des radicalités d'engagement, qui prennent toute leur vie, c'est évident qu'il y en a. Hein, il y a pas que... C'est pour ça qu'on fait des liens parfois, certains font des liens entre l'ultra-droite, les militants de l'ultra-droite et les militants salafo-djihadistes, etc. Ça c'est sûr. Quand vous dites tout à l'heure, il joue sur... Je suis pas sûre qu'il joue. C'est ça aussi mon propos. C'est que je ne suis pas sûre que ces mercenaires de l'islam soient dans une forme de conscience qui sont en train de jouer avec quelque chose. Je pense que pour eux, il y a un vécu aussi traumatique, quel qu'il soit, ou des vécus traumatiques, des traumas, qui expliquent leur engagement et qui expliquent qu'ils vont aller chercher ces jeunes parce qu'ils sont persuadés d'être dans le bon et dans la justice. Par rapport au rattrapage donc, de ce qui a pu se passer, colonisation mais pas que, histoire en tout cas de la civilisation arabo-musulmane depuis notamment la chute du califat, l'arrivée du salafisme, etc. Je pense véritablement qu'il y a une certitude justement fondamentale des bienfaits de leur engagement. Il n'y a pas de jeu, je ne pense pas qu'il y ait du jeu. Quand je disais ça, c'était par rapport à, oui, la manière de... voilà, à l'utilisation... instrumentalisée, mais c'est vrai que voilà, eux-mêmes n'ont pas l'impression... C'était dans ce sens-là, Nous, mais vous avez raison, il y a une conviction, parce que... Il y a une réelle conviction, c'est pour ça que je le dis souvent aussi, il ne faut pas croire qu'il y ait une manipulation, parce qu'on est à l'ère du complotisme, hein. Donc une manipulation de Ben Laden et de tous les chefs, toutes les chefferies djihadistes, ils sont vraiment convaincus de leur... sur ce point, vous avez abordé la question de l'histoire contemporaine du monde arabo-islamique, du monde islamique. C'est la fin du califat ottoman. Parce que cette fin du califat ottoman va faire émerger l'irruption du phénomène islamiste. La confrérie et tous les débats qu'il y a eu dans les années 30 dans les sociétés arabo-musulmanes sur la réponse politique à apporter au nom de l'islam à la dissolution du califat. Et ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous faites une conjonction entre ce qui s'est passé à ce moment-là et les rémanences de ce passé dans le temps présent par rapport à la situation politique du monde islamique. Absolument. En fait, si vous voulez, on est dans une forme de cliopathie. C'est-à-dire, bon, Clio, voilà, c'est la référence à l'histoire, et pathos, c'est la maladie. C'est-à-dire qu'on a une idée de cette idée qu'on doit rénover un âge d'or qui n'est plus, et qui finalement s'est arrêté et a constitué aussi des traumatismes, des humiliations, quelque chose qui a été en tout cas difficile à vivre dans l'inconscient collectif des arabo-musulmans. C'est un peu ça l'idée. Erdogan, Poutine font de la cliopathie beaucoup aussi par rapport aux Ottomans, par rapport au tsarisme, au soviétisme. Voilà. C'est quand même dans l'air du temps, et ça a toujours été le cas finalement pour les phénomènes qui se veulent aussi totalitaires, quelque part, enfin, qui dévient vers le totalitarisme, de vouloir rénover un passé qui a été abîmé, qui a été écorché, sali à un moment donné, pour pouvoir précisément se ressentir à sa place. Et évidemment, la chute du califat, quand vous lisez les textes de l'époque, beaucoup de musulmans n'ont pas vraiment d'attachement au calife, c'est pas ça le sujet. Mais symboliquement, Abdulhamid, qui était donc le sultan calife ottoman de la fin du XIXe siècle, a bien compris que pour redorer le blason et renforcer l'autorité, la légitimité finalement des Ottomans, pour le monde musulman qu'il dominait quand même, il fallait quand même que ce califat soit rehaussé. Et donc la chute du califat, c'est aussi donc la fin d'une ère, la fin d'un empire, et la question justement aussi que je pose en première partie sur le lien entre l'arabité et l'islamité va se reposer aussi à la chute, puisque c'est plus les Turcs, les Ottomans, qui sont à la manœuvre du monde islamique forcément, puisqu'ils ont échoué. Il n'y a plus d'empire, il y a cette République de Turquie laïque qui émerge, donc les autres justement États en constitution du fait du délitement du Moyen-Orient et de la recomposition du Moyen-Orient via les Français et les Anglais, vont vouloir aussi se ressaisir, comme ça avait été dit au XIXe siècle, de cette question de l'identité islamique.
Et c'est pour ça qu'on voit émerger, en effet, je pense, des mouvements tels que les Frères musulmans en 1928, mais la monarchie d'Arabie Saoudite est créée en 1932. Donc, en fait, en 10 ans, on a énormément de propositions qui vont se faire. Mais je pense que le wahhabisme et le salafisme, donc, qui sont les idéologies fondamentalistes à partir desquelles finalement les djihadismes vont dériver aussi, parce que c'est pas les mêmes choses, évidemment, c'est constitué ça au XVIIIe siècle. Et si on remonte encore, c'est le handballisme du départ qui va avoir une incidence, enfin en tout cas des conséquences directes sur la création du wahhabisme. Donc en fait, c'est extrêmement complexe justement de montrer à quel point ces individus qui pensent être dans cette rénovation du discours et dans cette réhabilitation d'un âge d'or, finalement, ils ne maîtrisent pas tous ces espaces de nuances qu'on vient de citer. Et je pense que c'est plus facile de se dire aussi qu'on est en train de faire quelque chose de positif aussi pour la civilisation qui est en train de se fracturer et à laquelle les parents ou les grands-parents de ces individus ont accepté finalement d'assister dans sa déliquescence. Il y a aussi beaucoup de choses, vous parlez de la grande histoire et de la petite histoire, c'est vrai que dans les familles qui se radicalisent, évidemment que toute famille qui a émigré ne s'est pas radicalisée par la suite, mais dans les familles où on se radicalise, il y a comme un trou aussi dans le discours de pourquoi on est venu en France, en Occident, pourquoi on a quitté le monde arabo-musulman. Cette culture-là, elle est magnifiée, elle est fantasmée, et finalement, quand ils retournent souvent dans les dossiers, on le voit au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, ils sont assez déçus de voir comment l'application de l'islam peut être faite. Et ils vont se rapprocher de cet idéal fantasmé en Afghanistan, en Arabie Saoudite, au Yémen, où l'islam est très bien ancré et où l'islam a pris encore, en tout cas, la totalité de la société. Il y a vraiment cette idée de reconstruire avec des images qui sont assez pauvres souvent. Enfin, assez simpliste. Je ne parle pas des idéologues, évidemment, mais pour ceux qui vont adhérer en masse et qui vont partir au Cham entre 2013 et 2014, il y a vraiment cette idée d'aller fantasmer quelque chose qui va faire du bien, dans laquelle on va s'inscrire et qui va permettre de retrouver ce que les grands-parents ont perdu ou ce que, en tout cas, les migrations ont fait perdre. Par rapport à ce que vous dites, non, parce que c'est un point central, comment le récit, on va dire, transnational de Daesh a pu toucher une partie de la jeunesse musulmane, notamment en France, évidemment dans le monde. C'est cette connexion entre les objectifs, on va dire, politico-religieux qui étaient véhiculés par Daesh, qui ont pu trouver une résonance sur notre territoire national. Je pense qu'il y a la question de l'accessibilité. Ils ont vraiment performé en termes de technologie. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais quand même, en termes de propagande, ils sont allés plus loin qu'Al-Qaïda. Et oui, ils vous ont soulignez, c'est un des voilà, et ils ont véritablement, ils sont allés plus loin. Ils ont diffusé en masse. Ils ont complètement investi la sphère des réseaux sociaux comme il se devait à ce moment-là. Première chose. Deuxième chose, plus sur le contenu. Je pense qu'ils ont compris, parce que c'est le sujet, qu'il fallait sursymboliser. Parce qu'il y a un déficit de symboles globalement dans l'Occident qui est vécu par les jeunesses occidentales, du fait d'énormément de choses, du libéralisme, de l'avancée des technologies, des écrans, des réseaux sociaux, etc. Donc le symbole en tant que tel qui va structurer une communauté et qui va véritablement permettre à la communauté de se retrouver, il existe moins qu'avant. Et ce n'est que du symbole finalement, de l'hyper-symbole, du symbole trash même, l'État islamique. Quand ils exécutent évidemment les otages en range, ils reprennent la symbolique évidemment de Guantanamo, etc. Quand ils vont avoir ce calife, réhabilitation du calife avec toute son armada, physique, qui ressemble au prophète, qui est le successeur du prophète, hyper symbolique aussi, vis-à-vis du Père tout-puissant, etc. On n'a que des symboles qui vont permettre, en fait, je pense, complètement d'agripper le jeune en errance, qu'il soit d'origine ou pas, sur, quelque part, une digue, des digues qu'il cherche pour pouvoir se raccrocher à quelque chose. Je pense que c'est ça qui a fondamentalement marché. Et j'en parle de cette hyper-symbolisation versus sous-symbolisation actuelle. Et ça, je pense que ça, c'est très compliqué à résoudre comme problème. Parce que notre société est déjà dans ce mouvement-là de désymbolisation.
Il suffit de regarder le tribunal judiciaire de Paris. Vous avez très peu de symboles de la justice par rapport aux anciens tribunaux. Voilà. Vous avez, voilà, cette idée-là, elle est en train en tout cas, elle a permis, je pense, à ces organisations terroristes djihadistes vraiment d'être à la manœuvre et de toucher un maximum et de continuer de toucher, parce que c'est pas fini, de nombreux jeunes qui ne demandent que ça, d'avoir des symboles. Alors, à ce sujet, vous montrez aussi 2 points importants dans le langage politique justement de ces mercenaires de l'islam, c'est qu'ils touchent aux angles morts, on va dire, de notre République universelle, la question du postcolonial, parce que c'est énormément instrumentalisé, parce que ça se construit dans une politique de haine, justement, et la politique du ressentiment, donc ils touchent à la question des émotions collectives, et un verbiage et une utilisation du théologico-politique. Et quand je dis théologique, on voit l'importance du terme sham et comment ils essayent de susciter l'adhésion autour de la symbolique du sham dans les hadiths de l'islam et dans l'histoire de l'islam. Et en fait, il y a une sorte de conglomérat pour susciter une adhésion. Pour comprendre, en fait, ça m'a permis, en tout cas en vous lisant, de comprendre aussi pourquoi une jeunesse a pu être attirée. Tout à fait. Et d'ailleurs, la question du langage est fondamentale. Il recrée un langage avec des mots du passé, donc c'est rassurant. On s'appuie, comme ça. On a des coussins qui permettent justement de faire revenir l'histoire rassurante, fantasmée encore une fois, vers des jeunes qui sont en manque, encore une fois aussi, de code et de langage. Et ça fonctionne complètement. Ils ont même jusqu'à moderniser tout ça, parce que finalement, le Cham, l'Irak n'est pas compris dans le Cham à l'époque. C'est pour ça qu'il y a Irak et voilà. Islamée, il y a Irak et... Voilà. Oui, mais voilà, en Irak et au Levant. Bon, ok, c'est de la construction aussi. Ils vont aussi créer finalement un langage néo-djihadiste, c'est-à-dire qu'ils s'appuient à la fois sur le passé, mais en même temps, ils essayent de recréer quelque chose de novateur pour pouvoir aspirer aussi l'individu. Et c'est la même chose pour les kounia. Donc les kounia, ce sont les noms de combattants que chaque engagé, en tout cas jeune engagé dans le djihad, va devoir avoir, homme comme femme. Par exemple, Mohamed Merah, alors là c'était pour Al-Qaïda et c'était pas pour aller en Syrie, s'appelait Abou Youssouf Al-Faransi, donc le français, la Nisba. Et ça va créer aussi une identification que j'ai trouvé intéressante à souligner aussi dans le livre, identification à la fois à cette identité nouvelle, on parle en arabe, Abou Youssouf Al-Faransi, on se réfère à Youssouf, un des prophètes du Coran, mais en même temps, on rajoute Al-Faransi, parce qu'on vient quand même de France. Et ça, pour moi, c'est ce qui montre toute l'ambivalence, en fait, de cet engagement, qui finalement finit par rappeler que l'identité française, elle se situe quand même quelque part. Alors, elle est haïe, elle est rejetée, mais elle est inscrite. C'est un des points importants dans votre livre, lorsque vous soulignez justement cet élément. Anne-Clémentine, vous avez été aussi professeure. Oui. Là, vous le soulignez dans votre livre, et vous en avez tiré aussi une expérience par rapport à votre objet du livre. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi un peu nous en parler? Parce que c'est un peu en lien avec nos blessures françaises, parce que je pense que vous y avez été confronté en tant que professeur aussi. C'est-à-dire qu'avant de travailler dans l'antiterrorisme, je ne savais pas que j'allais travailler dans l'antiterrorisme. Et j'ai été professeur d'histoire-géographie. Évidemment, j'ai fait de l'histoire médiévale des pays d'islam, et je me suis beaucoup intéressée à toutes les problématiques via Sciences Po aussi, contemporaines, avec les printemps arabes, évidemment, à partir de 2011. Et j'ai eu mes élèves entre 2009 et 2016. Donc vraiment dans une période assez charnière. Et j'avais des élèves qui étaient en REP, donc ZEP à l'époque, à Colombes et à Clichy-la-Garenne. Et en effet, je commence le livre en citant mes élèves de l'époque, qui n'étaient absolument pas, je le tiens à le dire, islamistes, pour ceux que j'ai entendu dire ça, mais qui étaient des Français d'origine, musulmans sûrement, mais bon, plus ou moins d'ailleurs, je pense, et qui n'arrêtaient pas de dire... Ils avaient un ethos, pardon, Clémentine. Voilà, ils avaient un sentiment d'appartenance. Voilà, en tout cas, ils voulaient en tout cas me le dire, et nous le dire. C'est-à-dire, ça faisait partie de leur langage, justement, et de leur code, de dire très souvent, quand ils estimaient qu'ils étaient en train de vous dire la vérité, je vous le jure, sur le Coran de la Mecque. Et vous le dites, vous sortez cette expression. Voilà. Et cette phrase, en fait, si vous voulez, pour que vous compreniez aussi, vu que j'étais prof d'histoire-géographie, j'ai voulu au départ que ce soit le sous-titre de mon livre. Et au regard des menaces et de ce qui a pu se passer dans la société française, notamment à l'encontre de Samuel Paty, je me suis dit, il y a trop de symboles.
Coran de la Mecque, c'est bête, mais il y en a qui pourront peut-être penser que je suis en train de critiquer leur religion et non pas d'expliciter un phénomène qui est un phénomène qui traverse notre société. Donc je l'ai enlevé suite au drame de Samuel Paty, le 16 octobre 2020. J'ai appelé mon éditrice et je lui ai dit je crois qu'on va enlever. Et elle m'a dit, ouais, vous avez raison. Vous voyez, et ça, c'est important parce que, précisément, cette place que j'ai eue de professeur d'histoire-géographie, où ça s'est quand même très très bien passé, j'étais assez étonnée d'aimer autant ça, transmettre notamment à des jeunes qui n'avaient absolument pas de connaissances sur leur propre histoire, sur leur mémoire, en tout cas ils pensaient en avoir, mais sur leur propre histoire. Ça a été très intéressant de commencer à élaborer en fait une réflexion et qui s'est ensuite vraiment enrichi quand j'ai rencontré l'idéologie et quand j'ai rencontré autre chose. Mais certains étaient déjà touchés par le phénomène identitaire. Pas nécessairement le djihadisme, je pense pas. Mais en tout cas, l'idée identitaire que finalement, être musulman et arabe en France, ce soit quelque chose qui puisse être un ethos à montrer à l'autre et une marque de fabrique. Et l'individu avait du mal à se placer d'ailleurs. Derrière sur les problématiques identitaires, vous convoquez d'ailleurs un très grand romancier, Amin Maalouf, pour montrer comment en fait on vit avec des identités figées et comment ce monde clos a aussi énormément d'incidences politiques. Ça a énormément de conséquences. Et ce que dit Amin Maalouf il y a 20 ans dans Les identités meurtrières, c'est d'une acuité, d'une lucidité absolue par rapport à ce qu'on vit actuellement. C'est-à-dire que Maalouf dit le gros problème, c'est quand on commence à vouloir avoir qu'une identité, alors qu'on en a plusieurs, et qu'on va renier les autres identités qui sont même en train de se mettre en place chez l'individu. Et chez les jeunes adultes et les adolescents, c'est exactement ce qui se passe. C'est que vous allez avoir plusieurs endroits en vous qui vont commencer à émerger. Et si vous essentialisez à une seule partie, c'est là où il y a un risque de bascule. Et comment vous voyez la blessure du post-colonial avec votre objet, Anne-Clémentine? Parce que c'est il y a un chapitre qui est presque consacré à cette thématique dans votre livre. Justement, je trouve que c'est tout à fait délicat cette question-là parce qu'on a tendance à aller beaucoup trop vite, trop loin, d'un côté comme de l'autre, sur les incidences qui sont évidentes, mais qui ne sont pas les seuls, comme je l'ai expliqué aussi dans le livre. Et je pense que moi, ce qui m'a intéressée, c'est au-delà évidemment du phénomène de domination qu'a évidemment impliqué la colonisation, et d'ailleurs Maalouf aussi en parle, comment est-ce qu'on fait pour s'autonomiser après des siècles de domination. Pour prendre le peuple algérien par exemple, avant la France, il y avait quand même les Ottomans. Comment est-ce qu'on se constitue? Il y a un passage sur ça, pardon, Clémentine, sur la régence ottomane à Alger, sur la régence ottomane à Tunis. Qui est tout à fait différente et qui organise quelque part un lien à la domination qui est autre. En fait, en fonction des peuples. Et ça, on peut le voir aussi. C'est pour ça que c'est toujours délicat de dire d'origine maghrébine. Vous avez bien évidemment le peuple algérien. Le Maroc n'a pas vécu la même. Et la Tunisie non plus. Exactement. Les deux protectorats et la question. Exactement. Et en même temps, entre les deux protectorats, vous avez aussi des différences, évidemment, entre la famille alaouite et bien sûr. Et les origines phéniciennes en Tunisie qui ont apporté encore autre chose. Je pense qu'en fait tout ça prendrait beaucoup trop de temps et les gens n'ont pas le temps justement d'y réfléchir. Et c'est là où on a un déficit, pardon Anne-Clémentine, parce que je pense que c'est ce que disait Pierre Vermeuren, qui est aujourd'hui peut-être un des plus grands historiens du Maghreb médiéval, historique et contemporain, qui soulignait qu'on a une méconnaissance profonde et qu'on a une crise dans nos études aussi du Maghreb, et compte tenu de ce que nous vivons sur le territoire national, c'est très important d'avoir une connaissance aussi de ces sociétés et de son histoire. Et il parle du choc des décolonisations, du déni français, qui sont des ouvrages très intéressants et à mon sens pas assez exploités pour comprendre un petit peu les différents phénomènes selon qu'on est donc au Maghreb ou en France ou d'origine maghrébine en France, etc. Et pour revenir là-dessus, je pense qu'il se passe quelque chose de fondamental au moment de la décolonisation, mais surtout au moment de l'immigration des anciens colonisés chez l'ancien colonisateur. Ces familles, et je ne parle pas de ceux qui ont soutenu, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, l'État français, ce qu'on appelle les harkis. Je parle vraiment de ces personnes qui ont dû immigrer après la guerre, après la décolonisation, qui n'a pas forcément été guerrière d'ailleurs en Tunisie et au Maroc, et qui sont arrivés sur le territoire national et qui
ont pu oublier de dire des choses aux enfants qu'ils amènent avec eux ou qu'ils vont avoir après, par la suite. C'est-à-dire les 2, 3e, 4e générations. C'est-à-dire qu'il se passe aussi, il y a un grand silence qui s'installe. C'est le trou mémoriel. C'est le trou mémoriel. Et ce trou, il est décrit par beaucoup d'œuvres actuellement, de romans d'ailleurs, de personnes qui reprennent l'histoire de leur famille. Je pense à Alice Zeniter. Je pense aussi à Lilia Hassen, qui a écrit un très beau livre chez Gallimard qui s'intitule Soleil amer, qui est sur l'histoire justement de cette arrivée en France d'une famille d'origine algérienne, sa famille. Pas sa famille, mais en tout cas, elle reparle de ce moment-là qui est crucial. Et il y a pas mal de personnes de cette génération qui ont besoin de reparler de ce moment qu'ils n'ont pas vécu, mais dont on leur a peu dit de choses, et qui constitue un moment vraiment, mais je pense de bascule aussi, parce que l'autorité représentée par les parents, ils vont aller travailler tout de suite, les mères souvent restaient à la maison pour s'occuper des enfants, et ceux qui mettent le lien entre la famille et la société française, ce sont les enfants qui deviennent locuteurs français, avant même les parents. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va complètement remettre en question l'autorité, en plus, dans la famille, qui va poser question et qui ne va pas forcément être explicité. Les raisons pour lesquelles on va partir d'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, alors surtout d'Algérie parce qu'il y a eu vraiment un trauma très fort, mais ne sont pas forcément évidentes et n'ont pas forcément été transmises. Et je pense que ça fait partie des petits éléments qui peuvent donner en tout cas du grain à moudre sur pourquoi est-ce qu'il va y avoir cette volonté de rédemption, le surmusulman de Fethi Ben Slama, pourquoi est-ce qu'on va vouloir récupérer ce que les grands-parents ont perdu en termes d'honorabilité vis-à-vis de sa propre culture. Et il y a aussi, en lien avec cette problématique, vous abordez aussi la dimension psychanalytique, oui. Et notamment quelque chose que moi je ne connaissais pas très bien, et vous avez souligné cet élément, la fusion mère-fils, qui est un élément aussi important de comprendre la trajectoire de nombreux djihadistes en France. Oui, ça s'intitule même Fusion mère-fils, l'angle mort du djihadisme. On a tendance déjà de manière générale, si vous observez bien les commentateurs, etc., à ne pas parler, on en parle beaucoup des pères absents depuis le début. Le père absent, oui. Souvent les pères sont absents, on le voit dans le dossier, mais on n'explique pas nécessairement pourquoi ils sont absents. Et pourquoi est-ce que parfois, attention, ils ont été rendus absents par des mères. Ça existe aussi, ça. Et évidemment, je commence dans le livre par toute cette idée de la mère dans le monde méditerranéen, je dirais, je ne vais même pas dire arabo-musulman, mais l'idée de la mère, la qui donne la Oumma, qui donne l'essence même de la communauté des musulmans. Et ce rapport à la mère est spécifique en Méditerranée, on le sait. Et il est vrai que dans de nombreux dossiers, encore une fois, et d'ailleurs de djihadistes assez emblématiques, on a des conversions de mères qui vont complètement embrasser l'idéologie de leur fils et qui vont s'adonner pleinement à cet engagement donc radical pour continuer d'être proches de leur fils. Et moi j'ai vu, mais ça c'est totalement personnel, c'est une analyse vraiment empirique, enfin, ça vient en tout cas toucher quelque chose que j'ai pu comprendre, c'est que souvent ces engagements djihadistes, pour moi, sont aussi la preuve d'une absence de possibilité de devenir adulte. Adulte, c'est-à-dire autonome vis-à-vis de ses parents, autonome en tant qu'être et individu vis-à-vis de sa propre mère, pour certains garçons dont je parle. Et le djihad va constituer un rituel de passage différent et peut-être plus radical parce qu'il faut de la radicalité pour sortir de cette emprise, entre guillemets, de la fusion mère-fils. Voilà, j'ai développé. Alors, ça mériterait d'être beaucoup plus étayé, d'aller plus loin. Plus en profondeur. Oui, mais en tout cas, c'est ce que ça m'a suggéré ça. Et de manière très concrète aussi, si vous voulez, au début des procès, en 2016-2017, on se rend compte d'une chose, c'est que dans le box des accusés, donc en correctionnel au départ, et après le 13 novembre, au niveau du criminel, vous aviez énormément de mères de mise en examen qui venaient à l'audience, étaient vraiment dans une attitude très enamourée vis-à-vis de leur fils, qui était quand même accusé de terrorisme, si vous voulez, islamiste. Et alors, ça n'apparaissait pas du tout qu'il y ait une possibilité de problème par rapport à ça. Après, je pense que les avocats ont peut-être dit aux mères de ne moins venir, parce que ça ne jouait pas en la faveur, en réalité, des personnes qui étaient dans le box. Et vous avez ensuite cette mère Mera, qui symbolise beaucoup de choses aussi, à son insu, qui va défendre un de ses fils vis-à-vis d'un autre,
Et puis, toujours jouer sur justement cette rivalité entre fils. Bon, j'ai beaucoup parlé de la famille Mera parce que j'ai beaucoup étudié le dossier, pour le coup. Il y a quelque chose de quasi mythologique dans cette famille complètement dysfonctionnelle, mais qui représente quelque chose aussi. Et oui, la fusion mère-fils, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressée et qui mériterait, je pense, d'être creusé. Oui, parce que c'est au cœur d'un mal-être identitaire d'une partie de la jeunesse. Ouais. Moi, je voulais dire aussi à Anne-Clémentine que notre objet touche principalement les marges de l'islam, parce qu'on ne voudrait pas dire qu'évidemment ce soit la majorité. Sûr, on en parlait avant l'interview, parce que nous, on a eu beaucoup de discussions, et c'était très important de souligner ce point. C'est juste, si je peux rajouter, oui. C'est même les bordures de rétractation qui font que c'est ceux qui ont peur, en fait, en réalité, de la disparition de l'identité arabo-musulmane, je pense, qui vont se rétracter à tel point qu'ils tombent dans une radicalité qui peut être violente. Alors, ce qui était intéressant aussi dans le livre, c'est aussi votre conclusion, parce que vous annoncez des pistes de réflexion. Je ne veux pas les énoncer, mais j'aimerais bien vous dire lesquelles. Alors, j'avais plusieurs pistes. Elles sont très thématiques. Elles sont très thématiques et pareil, elles mériteraient de long développement. L'objet d'un autre livre. Mais l'idée, c'est effectivement de réconcilier déjà, alors c'est un peu conceptuel certes, mais l'histoire et la mémoire. Ce que je vous disais par rapport à mes élèves tout à l'heure, cette réconciliation d'une histoire qui soit ancrée sur des faits incontestables, incontestés, qui soit non polarisés, quelque part, une histoire neutre, alors c'est quasiment impossible, mais en tout cas des faits qui soient réhabilités de manière claire, avec des connaissances qui justement puissent étayer ces faits, ces événements, et en même temps qu'on puisse expliquer aux gens qu'ils ont absolument droit, c'est leur totale liberté, d'avoir leur propre mémoire. La mémoire d'une communauté, la mémoire de la civilisation, mais la mémoire familiale, individuelle. Et c'est ce que j'ai essayé de dire à la fin de ce livre, et ce que j'ai essayé de mettre en place. Je me souviens que mes élèves, notamment sur les mémoires de la guerre d'Algérie, côté historien français, côté historien algérien, c'était un super sujet. Vraiment, cette thématique a bien fonctionné, à condition qu'on remette bien le cadre historique, voilà, et que les mémoires, voilà, pouvaient aussi être outillées. En fait, ils se sont rendus compte de comment est-ce qu'on pouvait louper l'histoire et construire une mémoire avec le FLN ou avec ce que l'État français a pu générer sur la non-guerre d'Algérie, etc. Donc c'était très intéressant, mais voilà, ça demande du temps, ça demande de la nuance et de décrypter justement ce qui appartient à l'individu, il en a totalement droit, et ce qui est. Et c'est ce travail entre l'objectivité et la subjectivité qui, à mon avis, est au cœur de notre sujet. Ensuite, je parlais, je crois, à la toute fin du livre, je parle du fait de mettre moins d'identité et plus d'humanité et de résoudre ce problème du langage actuellement, où on est quand même dans une cacophonie assez importante entre les mots. Vous utilisez islam, islamisme, djihadisme, salafisme, frères musulmans. C'est tout à fait complexe, mais c'est tout à fait crucial de comprendre la différence entre ces différents mots et les réalités qui sont derrière. Et ça, justement, je trouve que globalement, le politique, mais ce n'est pas le politique français, le politique en règle générale, du fait d'être complètement saisi par cette immédiateté des réseaux sociaux, des prises de décision, des mots qu'on met sur des événements, voilà, il faut tout de suite se prononcer, il faut tout de suite avoir une action, eh bien on va générer en fait des amalgames. En faisant ça, souvenez-vous de diatribes extrêmement haineuses que le président Macron avait subies de la part d'Erdogan, de la part du Qatar, de la part du Bangladesh. Après la mort de Samuel. Après, voilà, et l'hommage qu'il ose perpétrer à la Sorbonne, donc très symbolique, pour réhabiliter évidemment et défendre et protéger la liberté d'expression et la liberté de pédagogie. Il y a eu des choses qui ont été mal comprises. Ensuite, il est revenu sur Al Jazeera pour essayer d'expliquer. Ça a mal été traduit, vous vous souvenez? Oui. Et alors là, c'est reparti pour de plus belle, sans qu'on prenne le temps, jamais, de pouvoir un tout petit peu expliquer ce qu'on dit. Ça, pour moi, à mon sens, c'est fondamental pour la suite, parce qu'en plus, ça donne l'exemple aux enfants, aux jeunes, et ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'assises et de compréhension des mots qu'on utilise. Je pense que actuellement, le problème, la crise, c'est de ne plus savoir
pourquoi on utilise tel ou tel mot, mais pas concernant que l'islamisme d'ailleurs, mais de manière générale. Et ça va encore une fois mettre le feu aux poudres sur des problématiques, faire des amalgames entre les musulmans français, évidemment, et ces phénomènes qui sont des phénomènes de radicalité qui proviennent d'autres choses, qui sont évidemment en lien avec l'islam, mais qui proviennent d'autres problèmes, enfin d'autres traumas que ce que l'islam peut être, évidemment. Alors moi, la dernière question que j'avais envie de vous poser, Anne-Clémentine, c'est voilà, comment répondre globalement aujourd'hui à cette question de trauma ? Parce que je pense que c'est une des pistes pour l'avenir. Et par contre, vous avez été très sceptique sur une éducation laïque du fait religieux, parce que la Fondation est un peu défendresse de cette problématique, mais vous étiez un peu dubitatif par rapport à... Alors, non, c'est-à-dire qu'il faut absolument, évidemment, que le fait religieux soit présent dans les programmes scolaires, dans tous les contenus, qu'il fasse partie de l'idée aussi de la culture. Oui, parce qu'elle s'adosse aux humanités. Voilà, que ça s'adosse dans ce cadre-là. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus focaliser que là-dessus. C'est-à-dire que ça, c'est une chose importante à mettre en place. Mais la deuxième chose, derrière, c'est ce que je défends moi, c'est vraiment l'idée de réancrer la distinction entre mémoire et histoire, et le lien entre mémoire et histoire aussi. Et en fait, c'est absolument pas contradictoire avec l'idée de remettre justement le fait religieux au centre des choses. Mais c'est de donner aussi une perspective à tout ça en donnant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette idée que la subjectivité n'est pas la vérité et que l'objectivité peut s'atteindre qu'en travaillant et en ayant des connaissances scientifiques sur certains phénomènes. Je pense que c'est vraiment un complément à mettre en place. Et je crois que vous avez un très beau mot à la fin. Vous dites aussi que la réhabilitation du politique aujourd'hui, en tout cas dans notre territoire national, passera aussi par notre rapport à l'altérité. Exactement. Et je pense que par rapport à ce que vous avez dit sur le président de la République et son discours après la tragédie du décès, de l'assassinat de Samuel Paty par un assaillant djihadiste, le modèle républicain français était aussi incompris dans une partie du monde, que ce soit dans le monde islamique aussi, on en parle très peu, mais dans le monde transatlantique, parce qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent de la presse anglo-saxonne par rapport... Et en Europe. Et dans l'Union européenne. Et je pense qu'il y a un besoin de redonner vigueur à l'universalisme de la République française. Absolument. Et de mieux faire comprendre la singularité de notre modèle. Exactement. C'est pour ça que j'aurais pu dire moins d'identité, plus d'humanisme aussi. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci.